qui implique donc un apprentissage très concret sur le lean management. Donc, nos conférencières sont de l'Hôpital général juif qui a choisi de s'attaquer à la question, à la problématique depuis plusieurs années sur la question du retour des civières à l'urgence. Donc, on sait que c'est une problématique importante dans tous les établissements de soins. Donc, ils ont décidé d'attaquer cette problématique et de nous faire part des résultats de la démarche qu'ils ont entrepris pour résoudre cet enjeu important. Ils présenteront donc la démarche, tout ce qui a été mis derrière cette problématique pour trouver une façon de répondre à cet enjeu. Donc, je vous présente Karine Lepage, coordonnatrice clinico-administrative, division oncologie et médecine, et Georgia Papadopoulos, infirmière gestionnaire, qui va nous entretenir donc dans les prochains 40 minutes environ sur ce projet très, très important sur le retour des civières à l'urgence. Donc, je vous cède la parole, mesdames, et bon séminaire. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord remercier le Pôle santé de nous avoir invités puis de nous donner l'opportunité de parler d'autre chose que la pandémie et de nous avoir remis dans le bain et dans notre projet qui a été implanté maintenant depuis 1 an. Donc, le projet qu'on vient vous discuter, qu'on vient vous parler aujourd'hui, c'est le projet de retour de civière à l'urgence qui s'inscrivait dans une démarche Lean Six Sigma au cours de notre certification de ceinture verte. Vous allez voir tout au long de la présentation, on fait un voyage entre la partie théorique Lean Six Sigma et le projet dans lequel on s'est plongé il y a bientôt 1 an. Donc, on va vous donner une petite description du projet, mais surtout, on va vous parler de la méthodologie utilisée parce que le plus important, ce n'est pas nécessairement les résultats ou qu'est-ce qu'on a implanté, mais plutôt la démarche qu'on a utilisée pour trouver des solutions à notre problématique. Puis, bien entendu, on va vous parler de nos résultats et des leçons tirées au courant de la dernière année. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le CIUS Centre-Ouest, nous sommes situés au centre-ouest de l'île de Montréal. On couvre un territoire d'environ 54 km on dessert 5 arrondissements, 5 villes, donc Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Villeray, Saint-Michel, Rosemont, le plateau Mont-Royal. Puis dans les villes qu'on dessert, il y a Amstead, Westmount, Montréal-Ouest, Ville-Mont-Royal, Côte-Saint-Luc. C'est juste pour vous donner une petite idée de où on se situe. On est une des urgences les plus achalandées avec plus de 90 000 visites par année et on est un centre hospitalier à l'hôpital juif de 637 lits. Donc, ça vous dresse un peu un portrait à quel point le centre hospitalier et notre urgence sont occupés. Donc, qu'est-ce qui nous a été rapporté initialement, c'est que face à l'augmentation du nombre de patients à l'urgence, le symptôme du manque de civière était de plus en plus important, mais il faut se remettre en contexte que cette problématique-là a été rapportée depuis de nombreuses années. Là. Si on discute avec les employés de l'hôpital de l'urgence, plusieurs vous diront que ça datait d'au moins 20 ans, cette discussion-là. Mais avec l'augmentation du nombre de patients à l'urgence, l'achalandage, les symptômes étaient plus criants. Donc, il y avait un manque de civières, puis les civières libérées ne retournaient pas nécessairement de façon automatique à l'urgence. Ça avait un impact pour la salle d'urgence. Ça causait des délais dans l'attribution de civières. Ensuite de ça, il y avait des délais pour urgence santé également parce qu'on s'entend lorsque l'ambulance vient porter un patient sur civière, il y a besoin d'une civière pour transférer le patient pour pouvoir quitter notre centre hospitalier. Puis ensuite, ça causait des délais également dans le transport des patients qui étaient admis de l'urgence vers les unités. Il y avait vraiment un grand buy-in de l'équipe. Il y avait beaucoup de motivation à changer parce que les impacts étaient multiples dans l'équipe. Il y avait beaucoup d'interruptions de travail lorsqu'il fallait aller chercher une civière. Il y avait de la perte de temps. Beaucoup de gens qui étaient consultés lorsqu'il n'y avait plus de civière à l'urgence. Donc, il y avait un énorme buy-in au niveau,
à tous les niveaux là, pour trouver une solution permanente à cette problématique-là. On en est venu à la conclusion avec nos promoteurs que l'objectif du projet allait vraiment d'avoir une civière au bon moment pour le bon patient à l'urgence. Mais avant de débuter tout ça, il fallait s'asseoir sur un processus ou une méthodologie stable pour obtenir un résultat, puis une démarche qui allait donner des résultats concrets. Puis, je pense que ça, c'était vraiment une des clés du succès du projet. C'est la méthodologie qu'on a utilisée, qui était très forte et qu'on a suivie de façon très structurée. Donc, juste pour se rappeler, le Lean Six Sigma, c'est vraiment deux approches. Le Lean nous permet vraiment d'éliminer le gaspillage puis réduire la complexité des processus afin d'augmenter la vélocité du processus. Tandis que le côté Six Sigma vise vraiment l'amélioration de la qualité. On sait créer de la non-qualité, occasionne des délais puis dans le fond, du gaspillage de temps. Et ça nous permet, le Six Sigma, d'assurer une constance dans l'exécution de nos processus. Le Lean Six Sigma nous offre également une démarche, là, comme je disais, très structurée pour atteindre nos objectifs. La démarche, on utilise l'acronyme DMAIC qui est définir, mesurer, analyser, innover, implanter et contrôler. Ce qui a été fait là, sur une période de mars à octobre 2019. Je ne vais pas aller ici dans les détails de chaque étape parce qu'on va vous le présenter tout au cours de la présentation. L'autre chose importante qu'on s'est assuré avant de débuter le projet, c'est vraiment d'avoir les 20 conditions de succès avant le début du projet pour s'assurer de la réussite. Encore une fois, je n'irai pas en détail, mais il y a quatre grands volets à couvrir qu'on s'est assuré. Donc, l'engagement de la direction qui devait être une priorité parce que ça nécessitait un investissement puis une mobilisation des ressources quand même importantes initialement pour trouver une solution puis l'implanter. Ensuite de ça, la mobilisation des ressources, comme je l'ai dit, la gestion du changement qui n'est pas à négliger et finalement, avoir une bonne méthodologie d'optimisation. Ce qu'on a utilisé, c'est la méthodologie Lean ou Six Sigma. Pardon. Donc, la première phase et une des plus importantes dans la démarche, c'est vraiment définir c'est quoi notre projet. Parce que c'est facile de prendre d'autres éléments qui ne concernent pas notre processus, puis ça peut nous empêcher d'obtenir des résultats importants. Donc, nous, on s'est contenté vraiment de limiter le processus au secteur d'activité de l'urgence et les unités de soins qui allaient admettre les patients sur civière. Puis, le processus allait débuter au niveau de la libération de la civière suite à l'admission d'un patient sur une unité et terminer lorsque la civière allait être propre et disponible à l'urgence. On exclut tous les autres cycles d'utilisation de civière, que ce soit dans les différentes cliniques, en chirurgie ou en maternité, parce que ces cycles-là d'activité n'allaient pas utiliser notre bassin de civière disponible à l'urgence. Donc, à ce moment-ci, l'objectif de notre projet se raffine de plus en plus. Puis là, on vise vraiment de diminuer le temps de retour de civière à l'urgence pour nous permettre d'augmenter notre temps de civière disponible pour les patients qui en ont besoin. Notre objectif était maintenant bien défini d'avoir environ 80% des civières qui retournent à l'urgence systématiquement. Dans nos évaluations initiales, c'était environ 27% des civières qui retournaient de façon systématique à l'urgence. Puis, dans nos contraintes qu'on s'était fixées, on ne voulait avoir aucun compromis patient. On ne voulait pas que ce retour de civière-là à l'urgence compromette le transport, par exemple, d'un autre patient. Ensuite de ça, il fallait s'assurer de ne pas ajouter de personnel nécessairement, mais avoir un processus plus robuste pour le retour des civières. Puis également, il n'y avait pas de possibilité d'avoir des ajustements budgétaires pour s'assurer de ce retour de civière-là.
Donc, pour la phase mesurée, je vais laisser ma collègue Georgia Papadopoulos prendre la suite et je vais revenir pour la conclusion. Bonjour tout le monde, merci pour l'opportunité. Donc, moi, je vais vous parler pour les phases mesurées. Dans les phases mesurées sur un projet Lean, il y a la cartographie, les voies des patients, les voies des employés et les voies de processus. La cartographie. La cartographie, c'est un outil Lean. Avec la cartographie, tu es capable d'analyser toutes les étapes de réalisation d'un produit ou un service. La cartographie vraiment aide à montrer les sections où vous pouvez améliorer votre processus et visualiser où tu es capable d'ajouter la valeur et d'éliminer le gaspillage dans le processus. La vision de la problème. Pour vraiment comprendre la vision de la problème, tu as besoin de parler avec les gens impliqués. Donc, le voix de client et le voix de employé. Tu as besoin de valider la perception. La raison, c'est parce que le monde est géré par des perceptions et influencé à la stratégie d'amélioration. Nous, pour le moyen qui était capable d'utiliser, c'est les interviews, les focus group et les sondages. Nous, on fait beaucoup des interviews dans l'hôpital avec l'employé qui travaille à postes différentes et avec le titre responsabilité différentes. Et aussi, on fait comme quelques interviews avec le patient qui est entré à l'urgence et attend pour un CVR. Quand tu fais l'interview, c'est important de faire l'analyse de les éléments, la satisfaction générale, les irritants, les impacts de process, les attentes de clients et aussi les idées d'amélioration de clients et aussi de l'employé qui est impliqué. Les voies de processus. Les voies de processus, c'est une activité qui ne s'apporte pas vraiment, pas vraiment nécessaire ou de valeur aux yeux des clients, mais c'est nécessaire pour une organisation de fonctions. C'est comme les choses comme le nombre de travail, les lois, les choses qui sont impliquées sur la structure de l'organisation. Pour les voies de processus, tu as besoin de reculer les données, comprendre la valeur ajoutée et mettre ça en ligne avec la perception de voix d'employés et voix de clients. Valider les conditions de succès, comme Karine dit, et pour détecter les opportunités qui sont possibles. Ici, on est comme une slide, le résultat de les interviews. Le voix de client. Les clients dans l'urgence, il arrive dans l'urgence pour un problème médical. Beaucoup de clients, ils ne pensent pas que ça va être un problème de chercher une CVR dans une urgence. Et le patient, vraiment, il voudrait un médecin de voir pour aider avec le problème. Donc, pour le patient, c'est vraiment, j'ai besoin d'une CVR parce que j'ai ici et j'ai besoin d'aide. Pour les employés de l'urgence, ils pensent que son collègue dans l'unité ne comprend pas que l'urgence est vraiment occupée, qu'il y a des manques entre tous les temps et il a besoin de la CVR à ce moment. Il pense que les bracardiers sont responsables pour chercher le CVR et il pense qu'ils perdent beaucoup de temps de chercher le CVR. Il y a des employés avant notre processus et il y a des employés d'urgence qui vraiment quittent l'urgence pour aller chercher le CVR. Et ça, c'est les ressources qui ont besoin pour être là pour les patients. Les employés sur les unités, ils pensent que l'urgence, ils ne comprennent pas que le patient sur les unités a besoin d'un CVR aussi. C'est avec le CVR qu'il est allé au test diagnostique ou clinique. Et pour les employés de l'unité aussi, s'il n'est pas capable de trouver un CVR parce que l'urgence prend toutes les CVR, son patient perdu son test ou son clinique. Et ça, c'est fatigant pour le patient, la famille, toute l'équipe. Et aussi, les employés sur l'unité pensaient que c'est
Bacardi qui a besoin de chercher le CVR et qu'il pensait que peut-être ça va être mieux que les unités à 2 CVR à chaque unité pour le test diagnostique. La personne qui a envoyé le patient de l'équipe de transport, il trouve que son collègue, il ne comprend pas son situation, qu'il y a beaucoup de patients qui l'attendent, qu'il est toujours courir après le CVR, après le patient. Après tout ça, on essayait de voir c'est quoi le ID commun dans toutes les 3 sections. Finalement, c'est qu'on n'est pas vraiment un processus que tout le monde comprend et que tout le monde pensait que c'est l'autre qui a besoin de faire quelque chose. Et il y a des gens qui pensaient si on veut acheter plus de CVR, ça va résoudre le problème, mais on sait que c'est l'utilisation de CVR que ça va être besoin de changer. Donc, l'utilisation de CVR. Le nombre de CVR total par le circuit d'urgence et le département et l'examen diagnostic, c'est 167. Ça, c'est le nombre de CVR qui est disponible pour les urgences qui est capable de retourner. Le nombre de visites moyennes sur CVR, c'est 203,41. Le moyen heure qu'un patient reste sur un CVR sur l'urgence, c'est 10,9 heures. Et dans la semaine, l'équipe de transport fait plus de 87,3 transports sur CVR et la fin de semaine, 12,1. L'utilisation de CVR, c'est 16 à 61% de temps, dépendant de l'heure de la journée. Après tout ça, avec l'équipe, on a besoin de vérifier c'est quoi le gaspillage dans notre processus. Ici, c'est cette sorte de gaspillage qui nous, comme une équipe, identifiée pour notre projet. C'est l'attente, le surtraitement, l'administration, la créativité, le mouvement, le client, une perte de temps et l'espace. Après la phase mesurée, on va entrer dans la phase analysée. Pour la phase analysée, nous avons utilisé le Kaizen. Le Kaizen, vraiment, quand tu traduis le mot, c'est « good change ». C'est une approche d'amélioration continue et basée sur l'idée que le petit changement positif est capable de faire l'amélioration importante. Les choses que tu as besoin pour faire un bon Kaizen, c'est le travail d'équipe, la discipline personnelle, l'amélioration de morale et d'être ouvert à la suggestion d'amélioration. Comment organiser un Kaizen? La première chose que tu as besoin, ça va être une équipe pour analyser le problème par l'équipe et utiliser des outils différents de ligne, identification de solutions par l'équipe, présentation de cette solution à le promoteur et l'implication des employés pour implémenter le processus rapide dans 30 jours après le Kaizen. Équipe de planification. Karine et moi travaillons avec notre promoteur, la direction adjointe et le coordinateur clinico-administratif pour vraiment trouver l'équipe qui va être le plus diverse pour être sur la table. Finalement, on a décidé de trouver un technicien en administration, un membre de l'équipe de transport, quelqu'un de l'équipe de prévention d'infection, un traiteur ménager, préposé aux bénéficiaires et des infirmières. On trouvait des personnes qui travaillent dans des unités différentes, dans l'urgence et le brancardierie. Pour cette étape, ça prend beaucoup de travail parce qu'ils ont besoin de libérer ce monde de son poste régulier. Donc, ça veut dire que le gestionnaire et le gérant de chaque de cette personne a besoin d'être d'accord avec le projet et remplacer cet employé parce qu'ils ont besoin de l'employé pour 3 jours in a row. Donc, avec le promoteur, on est capable de faire ça. Après ça, on fait comme un meeting avec tous les membres des équipes pour expliquer c'est quoi le Lean, c'est quoi le but de Project Lean, donne comme une crash course
sur le Six Sigma. Comme ça, tout le monde dans la chambre, il comprend le processus et il est sur la même page pour obtenir le bout de projet. OK, donc le Kaizen, quand je dis, c'est 3 jours. Le premier jour, c'est de l'analyse de code. Le premier jour, tout le monde dans la chambre, on essayait de faire une cartographie avec le processus actuel qu'on est en place. Parce qu'on a beaucoup de monde dans les équipes, ça prend toute la journée pour vérifier qu'on est chaque étape dans le processus. Finalement, on trouve qu'on est 71 étapes. Une étape valeur ajoutée, 2 étapes valeur processus et 68 étapes non valeur ajoutée. Et tout ensemble, on trouvait que le boulot, c'est vraiment que le CVR reste sur un département pour peut-être 20 minutes, peut-être 3 jours et pas utilisé pour le patient. La deuxième journée, c'est excité, c'est la journée de solution. Pour les solutions, on utilisait la loi de Hakoff, qui c'est une approche positive et interactive pour regarder les changements structurels ou systématiques dans l'organisation. Le moyen plus efficace de créer un état futur et de combler l'état actuel à la conception idéalisée. Donc, on demande tout le monde de donner son solution idéale. Qu'est-ce qu'il pensait ça va être marche le mieux pour son équipe et pour son patient? On prend toute cette information et on veut entrer à le jour 3, la cartographie de nouveaux processus. Après 3 journées, on fait un processus avec juste 26 étapes. Encore une étape valeur ajoutée, que le patient a reçu le CVR à le moment qu'il a besoin. 4 étapes de valeur processus et 21 étapes non valeur ajoutée. Après cette phase, on va entrer dans la phase d'implémentation. Et je vais retourner Karine. Donc, suite à ce Kaizen-là de 3 jours, on était 11 personnes à discuter de c'était quoi le processus idéal. On ressort de la 3e journée avec vraiment un plan d'implantation précis, avec des tâches précises pour chacun des membres de l'équipe. Donc, on est dans la phase implantée, où je vais vous présenter quelles ont été les étapes qu'on a mises en place. Donc, une des étapes cruciales dans le plan d'implantation, c'est bien évidemment la communication. À l'intérieur de notre équipe d'implantation, on a donc fait des rencontres à chaque semaine d'environ 30 minutes avec l'équipe d'implantation. On se parlait, il y avait des rencontres informelles, des échanges par courriel, mais vraiment une fois par semaine, toute l'équipe se rencontrait pour mettre à jour où on était rendu dans l'implantation, si on avait des défis, comment les surmonter et qu'est-ce qui allait bien également dans l'implantation. Ensuite de ça, on a fait beaucoup de formations au niveau des unités, au niveau des équipes, avec l'équipe de transport de brancarderie. Nous avons développé également du support visuel, des affiches afin d'expliquer le nouveau processus et de rappeler aux gens l'implantation du nouveau processus. Par la suite, nous avons fait plusieurs présentations au niveau de la direction, au niveau des gestionnaires, des leaders des unités et de l'urgence également. Donc, un deuxième élément que nous avons implanté, c'est la gestion visuelle. C'est un des outils suggérés par la méthodologie Lean Six Sigma. Donc, nous avons implanté des zones désignées, comme vous voyez, là, avec l'identification sur le plancher et même la fiche au mur qui permettait d'identifier les zones où les civières allaient être déposées et récupérées par l'équipe de transport éventuellement quand il allait avoir des temps moins occupés pour le transport des patients.
Donc, en bref, notre nouveau processus impliquait le retour des civières par l'équipe de transport, mais uniquement quand il allait avoir une diminution de l'achalandage du transport des patients. Pour ce faire, nous avons décidé là, de faire un ajout au système informatique qui était déjà existant pour la brancarderie. Ils utilisent déjà un système pour la distribution des patients puis la création, dans le fond, en résumé, l'utilisation, c'est une création de billets automatiques pour le transport d'une personne à un endroit. Puis nous l'avons utilisé pour créer un billet pour le retour de civière à l'urgence lorsque la civière était libérée sur l'unité. Il y avait la création de ce billet-là qui était fait et également une priorisation des patients dans le système pour pas que le retour de civière prenne priorité sur le déplacement d'un patient. Puis, en deuxième lieu, on a également mis en place un plan de contingence dans la situation où il y avait simplement plus de civière à l'urgence. Un message via notre système Alertus allait être envoyé sur tous les écrans des ordinateurs des employés de l'hôpital pour informer de la situation et le déclenchement du plan de contingence. À ce moment-là, les unités qui étaient désignées devaient mettre une civière dans la zone désignée et l'équipe de transport allait récupérer cette civière-là pour la retourner à l'urgence. Donc, suite à l'implantation de ce nouveau processus-là, qu'on a fait en 8 semaines, et c'est important de garder le momentum et de raccourcir la période d'implantation pour s'assurer qu'on garde la priorité d'implantation du nouveau processus. Donc, suite à l'implantation de notre nouveau processus, c'est maintenant environ 85% des civières qui sont retournées à l'urgence en environ 23,4 minutes. On est capable d'avoir des statistiques assez précises là, avec notre système informatique et de brancarderie. Si on se rappelle bien, à notre phase où on avait pris nos mesures, c'était environ 27% des civières qui retournaient à l'urgence, puis certaines pouvaient prendre jusqu'à des jours avant de retourner. On a également regardé, on a regardé également les résultats au niveau du plan de contingence parce qu'au moment où il n'y a plus de civière à l'urgence, le plan de contingence est déclenché pour s'assurer de ramener un nombre suffisant de civières à l'urgence. Avant l'implantation de ce processus-là, le plan de contingence était constitué, je vais vous en parler brièvement. Les gestionnaires, les employés de l'urgence informaient leurs gestionnaires qui informaient les autres gestionnaires des unités et qui informaient les coordonnateurs clinico-administratifs du manque de civières à l'urgence. Et là, il y avait une recherche sur les unités des civières disponibles et un retour par différents membres des équipes pour le retour des civières. Suite à l'implantation de ce plan de contingence-là, c'est 7 civières qui retournent en moyenne à l'urgence dans un délai de 25 minutes. Si on compare à précédemment notre processus, ça pouvait prendre 1 heure, 2 heures pour avoir seulement quelques civières en cas où il n'y en avait plus à l'urgence. On a également évalué le nombre de déclenchements là, de plans de contingence, puis c'est environ 1 par semaine. Là. Et là, je vous parle avant la pandémie, bien entendu, parce que la pandémie a chamboulé là, nos données. Donc, toutes les données qu'on vous a données là, d'achalandage, par exemple, à l'urgence ou d'utilisation de patients sur civière à l'urgence, c'était vraiment pris sur un moment donné pour faire notre évaluation initiale. Présentement, avec la pandémie, là, le nombre de déclenchements de plans de contingence là, au courant de la dernière année là, a grandement diminué parce que l'achalandage au niveau de l'urgence a évolué.
Donc, on a quand même fait une petite évaluation, à savoir l'état de la situation de l'hôpital lorsque les plans de contingence étaient déclenchés. Donc, 75% des plans de contingence étaient déclenchés durant la journée et les unités étaient en surcapacité, l'urgence était en surcapacité, très peu d'admissions avaient été produites, donc il n'y avait pas de libération. En bref, il n'y avait pas de libération de la civière parce que le patient ne montait pas à l'étage et il y avait une attente prolongée au niveau de l'équipe de transport, ce qui, en résumé, porte à croire qu'il y avait plusieurs patients qui étaient déjà transportés sur civière pour différents tests ou consultations. Donc, on s'est quand même assuré de la pérennité du projet en faisant des audits des zones désignées, des temps de retour de civière à l'urgence et du nombre de plans de contingence. On a déjà transféré les responsabilités en octobre 2019 à l'équipe de transport brancarderie, à l'urgence, certaines responsabilités et d'autres responsabilités sur les départements. Donc, en conclusion, après 1 an d'implantation, on a implanté ce projet-là à l'automne 2019. Donc, quelques mois plus tard, la pandémie nous frappait de plein fouet. Puis, juste pour se rappeler que l'hôpital Général-Juif a été un des premiers centres désignés pour prendre les patients COVID, ce qui a fait qu'on a été frappé de plein fouet dès le début de la pandémie, ce qui aurait pu mettre pas en jeu, je dirais, là, mais questionner notre processus, mais le processus a continué comme avant la pandémie, donc il n'y a pas eu d'influence à ce niveau-là. Nos apprentissages qu'on a fait au courant de cette démarche-là, l'importance du promoteur, puis j'aimerais souligner un de nos promoteurs là, qui est dans l'audience, M. André Poitras, qui était vraiment un leader pour nous permettre d'accomplir ce projet-là, parce que lorsqu'on fait une telle démarche, c'est important que le promoteur supporte la démarche, parce que quand on doit libérer, par exemple, 11 personnes pour faire un Kaizen de 3 jours pour résoudre une problématique de retour de civière, il faut vraiment croire en la démarche, parce que tout le monde sait que l'utilisation des ressources est très importante, est un facteur important dans notre système de santé. Puis ensuite de ça, la sélection de l'équipe était très importante. Il faut avoir une équipe de travail qui ont des idées différentes, qui sont de perspectives différentes, de niveaux différents, afin de s'assurer que le processus final soit fort et colle à la réalité des gens qui vont l'implanter également. Ce qui est pour les défis, je crois que notre plus grand défi dans le changement, c'était de convaincre les gens de faire confiance au nouveau processus. Parce que si on se remet en perspective, cette problématique-là durait depuis des années, là, je dirais pour probablement une vingtaine d'années qu'on entendait toujours parler de cette même problématique-là. Donc, il fallait que les gens apprennent à faire confiance au nouveau processus. Puis, je vous donne un exemple de ça. Lorsqu'on est arrivé à l'urgence, puis on a dit, dans notre nouveau processus, vous allez déclencher le plan de contingence seulement quand il n'y aura aucune civière de disponible. Les gens avaient de la difficulté à croire que rapidement, il allait avoir des civières, parce que pendant toutes ces nombreuses années-là, ça pouvait prendre jusqu'à des heures quand ils étaient dans cette situation, là pour recevoir des civières. Donc, il fallait que les gens apprennent à faire confiance au processus, au nouveau processus. Puis, notre plus grand défi aujourd'hui, c'est certain que là, je parle toujours dans la situation de pandémie, c'est de garder la formation active, parce qu'il y a toujours des rappels, des nouveaux employés, des mouvements de personnel, puis s'assurer que tout le monde comprenne bien le nouveau processus, les objectifs, les étapes. C'est notre défi à poursuivre pour les prochaines années. Donc, sur ça, nous sommes ouverts aux questions. Merci beaucoup de nous avoir invités encore une fois.
Je reprends la parole. Un très grand merci pour cette présentation-là qui était claire et qui était synthétique et concrète. J'ouvrirai effectivement la période de questions. J'ai invité les gens qui ont une question. En fait, il y a deux façons de poser une question. Soit on lève la main et je vous inviterai à ouvrir votre caméra et votre micro pour vous adresser directement aux conférencières, ou vous pouvez passer également par le clavardage si vous préférez. Donc, je vous laisse... il y a déjà une première question. Allez-y, M. Poitras. Bonjour, c'est un petit commentaire. En fait, j'ai travaillé avec l'équipe de Karine, Georgia et l'ensemble des gens qui ont participé comme promoteurs. Je tiens à souligner le travail exceptionnel qui a été fait dans ce projet-là. Je travaille dans les urgences depuis de nombreuses années, puis c'était pratiquement quelque chose qui était impossible à résoudre, je vous le dis. Puis, ça a été fait avec brio, puis pour ceux qui sortent des domaines des soins critiques et de l'urgence dans les hôpitaux, vous comprenez c'est quoi avoir des appels quotidiens sur « on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a plus de civière », puis là, c'est comme 5 personnes qui téléphonent à 20 personnes qui téléphonent à d'autres personnes pour essayer de trouver une civière. Fait que la charge de travail qui est maintenant diminuée de façon incroyable, c'est marquant. Puis, je veux juste dire à Karine et son équipe que si jamais ils veulent faire la même chose pour les pompes intraveineuses, pour les oreillers, puis pour les pompes à nutrition, vous êtes les bienvenus. Je vais vous supporter à 100%. Puis, merci à ceux qui ont supporté Karine et ses équipes aussi, Georgia, à plus haut niveau. Voilà, merci. Merci beaucoup. En fait, ça m'amène peut-être à une première question que je me permettrais de poser. On entend que c'est un problème qui est présent depuis longtemps, puis c'est présent partout, puis c'est criant, puis c'est le même problème pour d'autres types de matériel aussi. Qu'est-ce qui a été dans votre organisation le point de bascule où vous vous êtes dit, bon, bien, cette fois-ci, on s'en occupe, on fonctionne, on adresse ce problème-là, pardon pour l'anglicisme. Quel a été le point de bascule qui a fait que vous avez choisi de vous en occuper? Quelles étaient les conditions qui promettaient que ce serait... Oui, le problème était là depuis longtemps et il y avait plusieurs initiatives qui avaient été prises ou tentées pour résoudre la situation. Puis, quand on a initié ce projet-là, je veux souligner à quel point il y avait plusieurs idées, étant donné que ça touchait tellement de personnes. Tout le monde nous apportait leurs solutions déjà faites avant même qu'on ait défini le projet ou avant même qu'on ait évalué, parce que ça touchait les gens personnellement, la perte de temps, les interruptions de travail. Donc, il y avait cette espèce de vouloir-là de changer. Je pense que le point tournant, là, ça a été également ce vouloir-là de... Là, je retourne aux 20 conditions de succès, l'engagement de la direction à vouloir vraiment changer. Parce que tout le monde, il y avait un grand buy-in, mais quand on arrive puis on dit, bien, on va tenter de trouver la solution là, en utilisant une méthodologie Lean Six Sigma, puis on doit libérer 11 personnes pour faire un Kaizen pendant 3 jours. Ensuite de ça, on va libérer ces gens-là pour qu'ils puissent faire de la formation, implanter. C'est un choix de ressources qui sont quand même précieuses dans notre système de santé. Donc, il y avait cet intérêt-là, ce buy-in-là de tout le monde. Il y avait ce buy-in-là de la direction, puis il y avait la mobilisation des ressources qui était très importante. Je vois que dans le clavardage, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser une question par clavardage ou directement au conférencier? Sinon, je vais peut-être enchaîner avec... j'ai plusieurs questions pour vous. C'est extrêmement intéressant. Mais en fait, il y a eu... ce que j'en comprends, c'est que c'est quand même un projet qui implique énormément de personnes. Il y a des enjeux de gestion du changement, forcément. Quel a été pour vous le plus grand défi en matière de gestion du changement dans ce projet-là? Puis comment vous l'avez relevé? Initialement, dans l'implantation, je crois que l'enjeu, c'était le nombre de personnes touchées, là, parce qu'on est dans une situation où on a si je ne me trompe pas, là, on avait presque une vingtaine d'unités de touchés
une vingtaine d'unités touchées là, par ce changement-là. Puis, ce n'était pas seulement une catégorie d'emploi qu'on allait chercher, là, mais différentes catégories d'emplois, que ce soit les infirmières, la brancarderie, les préposés, les gestionnaires, les cadres conseils, l'entretien ménager, le contrôle des infections. Il y avait vraiment une liste de gens transversales à aller informer. Notre plus grand défi, ça a été d'informer tous ces gens-là. On a répété les formations, on a fait de la gestion visuelle, on a développé des outils de formation, on a fait nombreuses présentations pour s'assurer que tout le monde soit informé du nouveau processus, mais également des délais puis des objectifs. Denis lève la main. Moi, j'aurais deux questions. J'essaie de voir dans quelle mesure vous avez réussi à convaincre les responsables sur les étages du bienfait de ce projet, dans la mesure où je voyais que l'initiative venait principalement de l'urgence parce qu'ils avaient besoin d'avoir ces civières en temps opportun. Mais comment vous avez réussi à convaincre les gens des étages qu'il y avait un bénéfice pour eux également? Parce que, bon, fondamentalement, on participe lorsqu'on envoie un bénéfice. Et est-ce que vous avez estimé, évalué d'une façon ou d'une autre, justement, ces bénéfices pour l'organisation en termes financiers et en termes de qualité des soins octroyés? Pour ce qui est du buy-in des unités, honnêtement, on était vraiment chanceux. Il y avait un grand intérêt pour les unités également à trouver une solution parce que la situation où on était que les coordonnateurs appelaient les gestionnaires des unités qui allaient solliciter les employés qui étaient en train d'offrir des soins aux patients pour faire une recherche de civières disponibles sur les différentes unités et les rapporter à l'urgence. Donc, ça créait beaucoup de travail pour tout le monde, de un, et de deux, ça créait des interruptions dans les soins aux patients qu'on offrait. Bien entendu, on n'interrompait pas je veux juste être clair, on n'interrompait pas un soin qu'on était en train de faire, mais dans notre routine quotidienne, il y avait une interruption pour être à la recherche de civières et la ramener à l'urgence. Donc, pour éviter ça, les gens étaient très intéressés à participer avec nous. Ça, c'était une des premières clés. Puis la deuxième chose, on a eu un souci dès le départ là, avec nos promoteurs de s'assurer de la participation des gens des unités pour trouver une solution. Ça n'a pas été une solution ou un nouveau processus qui a été élaboré par l'urgence et la brancarderie. Ça a été une démarche collective incluant les unités. Dans notre quinzaine, il y avait des gens qui représentaient les unités, des préposés, des infirmières, des gens d'urgence, oui, de la brancarderie, oui, mais vraiment, tout le monde est inclus dans cette démarche-là. Puis, si je peux enchaîner sur votre deuxième question sur les impacts financiers. L'impact financier était difficile à calculer dans le sens qu'on n'a pas fait une réduction, par exemple, d'employés, mais c'était plutôt dans notre capacité d'organiser notre temps, ça nous donnait des opportunités d'offrir nos soins avec moins d'interruptions. Merci. On continue. Quel a été le soutien de votre organisation pour accompagner cette démarche? Donc, qui vous a soutenu dans cette démarche? Donc, la clé du succès, je crois, aussi, en grande partie, là, comme je dis, dans ce projet-là, ça a été réellement nos promoteurs qui nous ont supportés, qui ont cru à la démarche aussi. Donc, ça a été vraiment une des clés du succès. Puis la deuxième clé, c'était toute l'équipe qui était très impliquée au niveau de la prise de décision parce que dans le Lean Six Sigma, là, la solution, le processus final n'a pas été imposé par l'organisation et les promoteurs. Qu'est-ce que l'organisation, les promoteurs offrent? C'est un support
à cette démarche-là, mais les prises de décision sont vraiment faites où les choix sont faits par l'équipe qui siégeait pour le Kaizen et l'implantation. Et durant notre Kaizen, on voit que le monde qui est impliqué et commence d'être vraiment motivé pour trouver la solution. Après la fin de la première journée, tous les membres sont motivés, et encouragés et vraiment travailler fort pour trouver une solution. L'équipe avec laquelle on a travaillé, plusieurs d'entre eux, là, initialement, avaient également des solutions à proposer, mais en faisant la démarche, ça a vraiment créé un esprit d'équipe où tout le monde, la démarche était vraiment collective et non une solution qui était déjà faite avant de bien évaluer le processus ou les besoins. Et j'avais en tête également, est-ce qu'il y a un soutien de la DQEPE à ce projet-là, d'agent d'amélioration continue? Oui, donc eux nous ont vraiment offert un support initial à moi et Georgia pour notre formation de ceinture verte Lean Six Sigma. Est-ce qu'on pourrait estimer, vous avez mentionné qu'initialement, lorsqu'il y avait un besoin de civière, il y avait une chaîne de commandement qui s'installait et qui avait donc 3 à 4 personnes impliquées. Et j'imagine que cette chaîne de commandement-là, elle est time consuming, elle consomme du temps. Ce temps-là a une valeur monétaire, parce que, les gens sont rémunérés. Donc, est-ce qu'on a pu estimer, grosso modo, que dans une chaîne traditionnelle de fonctionnement pour obtenir une civière, il y avait tant d'heures, tant de minutes de consacrées, multiplié par le nombre de commandes. Là, on peut estimer finalement que derrière ça, il y avait un coût important qui n'était pas efficient, donc il n'y avait pas de valeur ajoutée pour l'organisation. Je pense que votre question est excellente, mais malheureusement, on avait vraiment des défis pour mesurer précisément cette valeur-là parce que c'était des tâches qui sont ajoutées, interrompues dans notre travail. Très peu de personnes prenaient note qui avaient reçu un appel parce qu'il n'y avait plus de civière à l'urgence, qui devaient interrompre leur travail ou pour être à la recherche de civière. Donc, on n'a pas... on avait vraiment là, un défi là, de faire cette mesure-là initiale, mais j'en conviens avec vous que ça sera un chiffre très intéressant à obtenir. Merci. J'ai vu des gens allumer leur caméra. Est-ce que je conclus que ces gens ont des questions? Oui, peut-être une. Allez-y. Peut-être en complément de la dernière question, dans l'estimation de temps, est-ce qu'on peut avoir je ne sais pas, une estimée du temps, heure, personne investi dans le projet pour du début de l'analyse du problème jusqu'aux pistes de solutions, voir le plan d'action? On peut dire que c'est un investissement de quel ordre? C'est une très bonne question. Nous ne l'avons pas calculé, mais si vous êtes intéressé, on pourra faire l'exercice là, parce qu'on a une idée, là, disons, macroscopique là, du nombre d'heures qui a été libéré pour notre projet. Puis, ça me fera plaisir de vous retourner avec une estimation du nombre d'heures. Mais en gros, il y a eu moi et Georgia qui sont les leaders là, du projet qui ont investi un certain nombre d'heures dans la préparation, la planification de ce projet-là. Et c'était une équipe de 11 personnes qui ont été libérées pour le Kaizen de 3 jours, en plus de la phase d'implantation. On pourra vous le calculer approximativement et vous revenir. Je pense en complément, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi éventuellement d'avoir une espèce de, je dirais pas une norme, mais un profil de tous ces projets-là, parce que ça contribue à apprécier une valeur ajoutée. Si on dit que pour tant d'investissements, et là je rejoins la question de Denis tantôt, pour tant d'investissements à personne, on sauve éventuellement non seulement tant d'heures, mais surtout on ajoute de la qualité, de la sécurité, tout ça, bien, ça vient renforcer la pertinence de
de pouvoir anticiper peut-être certains projets. Je veux peut-être spécifier que les heures d'interruption ne sont pas là, mais il y a une équipe également maintenant plus organisée, plus structurée qui a pris en charge le retour des civières à l'urgence. L'équipe de brancarderie maintenant fait le retour de ces civières-là dans leur temps mort qu'initialement étaient en attente là, de transport de patients. Là, maintenant, ces temps-là sont utilisés pour le retour de ces civières-là à l'urgence. Donc, on maximise l'utilisation, le temps de chacun. Là. En plus. Merci. On a des questions du côté du clavardage. Donc, pour surenchérir sur l'intervention de M. Poitras, considérant que bon, il y a peut-être d'autres besoins similaires, là, puis ça crée un engouement, est-ce qu'il y a des futurs projets au sein de vos directions, de vos équipes, ou est-ce qu'on vous invite à contribuer à d'autres projets peut-être ailleurs du même ordre? Quels sont les futurs projets? Je pense qu'il y a de nombreux projets lignes de cette ampleur-là qui ont un intérêt. Mais là, présentement, notre attention est très dirigée vers la pandémie. Donc, nos projets Lean ou toute notre méthodologie là, est vraiment dirigée vers la pandémie. Puis, je vais vous donner un exemple. Là, dans la vaccination, l'équipe d'innovation travaille beaucoup, que ce soit pour la gestion de nos patients qui sont en fin de soins actifs dans notre centre. Il y a plusieurs initiatives, Lean Six Sigma, qui sont en branle dans notre CIUS, mais pas sur de l'équipement, à ce que je sache. Là, présentement, moi et Georgia, on n'est pas impliqués sur d'autres projets là, de déplacement d'équipement pour l'instant. On comprend que c'est une période un peu particulière pour les démarrages de projets. On a une autre question du clavardage. Donc, la personne nous demande, est-ce qu'on a une idée des différences d'impact sur les mesures comme avoir mis en place des endroits spécifiques pour retourner les civières ou avoir créé un nouveau système d'alerte? Donc, je peux inviter la personne aussi à faire un ajout si je rapporte moins bien la question, là. Donc, peut-être est-ce que ça sert à autre chose ou est-ce qu'on a une idée des impacts de ces interventions spécifiques-là? Les impacts, vous voulez dire si est-ce que ça facilite notre nouveau processus? Je m'excuse, ma caméra ne marche pas, mais je peux peut-être préciser. Je me demandais, par exemple, avoir mis le système d'alerte, je pense que ça améliore énormément sur la rapidité avec laquelle les urgences reçoivent les civières quand ils n'en ont pas assez. Et les places spécifiques, à quel point on a moins besoin de demander de se retrouver à zéro dans les urgences. Mais est-ce qu'on a un moyen de mesurer? Parce que j'ai bien compris, vous les avez déployés les deux en même temps. Ou est-ce que vous avez une façon de pouvoir mesurer lesquels ont des impacts sur les différentes mesures de succès que vous avez? Ou est-ce que c'est juste pas possible de la façon dont c'est exactement? Vraiment, l'implantation du nouveau processus s'est fait en un bloc. On a pris la décision de ne pas y aller en étapes, mais de vraiment implanter tout notre nouveau processus complet. Donc, c'est difficile de saisir exactement l'impact de chaque initiative parce que c'est un processus complet. Puis, chaque initiative également là, est basée sur des recommandations, des principes Lean Six Sigma. Les choses qu'on a implantées suivaient vraiment cette méthodologie. Super, merci. On approche de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question, une main levée avant qu'on conclue? Ça me semble bon. Bien, écoutez, je vais donner la parole à M. Chenevert. Déjà, un très, très grand merci pour ce séminaire qui est enregistré et qui va être disponible sur la chaîne YouTube du Pôle Santé. Un très grand merci. Le prochain séminaire, Denis, a toutes ces informations. Bien, merci. Je joins ma voix à celle d'Ariane. Merci beaucoup pour vous être prêté à l'exercice. Donc, ce fut très intéressant, très pratique et très concret. Et je pense que, bon, ces expériences-là devraient se multiplier
idéalement le plus possible dans notre réseau de santé parce que, bon, je pense qu'il y a beaucoup à y gagner par ces approches. Donc, ne manquez pas notre prochain séminaire. Donc, Martin Beaulieu, un de mes collègues au département de gestion des opérations et de la logistique, qui va nous entretenir sur les équipements de protection individuelle au Québec durant la première vague de la pandémie. Je pense que c'est un sujet qui va probablement attirer l'attention de beaucoup de monde. Donc, quels sont les points de vue d'intervenants internes et externes par rapport à cette gestion des équipements de protection individuelle? Donc, je vous convie à ce prochain séminaire. Donc, vous pouvez suivre l'ensemble des informations sur notre site web et sur nos pages LinkedIn et Facebook et le reste. Donc, merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations pour ce magnifique séminaire. Merci à nos deux conférencières. Merci. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à tous. Une bonne fin de journée et joyeuse Pâques. Au revoir.